Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Je vais essayer de compléter sur certains aspects la synthèse que vous venez de voir, fût-ce au prix de quelques redondances. Je procéderai en deux étapes, d'ampleur très inégale. Dans un premier temps, j'évoquerai brièvement l'historiographie du sujet à traiter, avant de dire quelques mots d'un projet lancé à l'initiative et avec la collaboration du CEGEC. Dans un deuxième temps, je parcourrai à grandes enjambées 2 siècles et demi de notre histoire scolaire, et dans cette entreprise, j'adopterai comme fil conducteur l'élargissement de la notion de liberté d'enseignement. Celle-ci fonde le droit à l'existence de l'enseignement catholique. Elle garantit aussi le libre choix des parents. Quittant ma casquette d'historien et adoptant celle d'analyste politique, j'évoquerai dans la foulée, pour la période récente, l'émergence de nouveaux enjeux susceptibles, le cas échéant, d'entraîner des modifications de notre paysage éducatif. J'en viens à la première partie de l'exposé. Pour peu qu'elle dépasse le stade de la monographie consacrée à un établissement, l'historiographie relative à l'enseignement belge s'est principalement focalisée sur les grandes caractéristiques de notre système éducatif. Ainsi, sa fragmentation en réseau, la présence de cours de religion et de morale non confessionnelle dans les programmes, la démocratisation des études ou encore l'emploi des langues à l'école. Ces problématiques renvoient à 3 des clivages qui structurent notre vie politique, clivages qui sont couramment appelés le clivage idéologique Église-État, le clivage socio-économique possédant-travailleur et le clivage communautaire centre-périphérie. Toutefois, une insatisfaction légitime persiste dans le chef des responsables de l'enseignement catholique. Elle résulte de l'insuffisance de l'éclairage historique jeté sur la spécificité de leur réseau. À ce genre de questions, c'est un courant historiographique né dans le monde anglo-saxon, l'histoire culturelle, qui est susceptible d'apporter les réponses les plus pertinentes. Cette histoire culturelle se focalise en effet sur les constructions identitaires et sur les représentations. En s'inscrivant dans ce créneau, une équipe de chercheurs s'est constituée cet automne à la demande du CEGEC et de son équivalent néerlandophone. Elle ambitionne de publier en 2015 une histoire de l'enseignement catholique en Belgique. Pareil ouvrage sera le fruit d'une collaboration interdisciplinaire émanant de chercheurs francophones et néerlandophones. Il s'attachera à la question suivante: comment l'enseignement catholique belge a-t-il été conçu, construit et vécu en tant que réalité spécifique, non seulement au plan des idées, des discours et des structures, mais aussi dans les comportements, les pratiques et les représentations. Une telle entreprise est exigeante pour 4 raisons. Primo, à la seule exception des universités, elle couvre l'ensemble de l'enseignement catholique, des écoles maternelles jusqu'aux hautes écoles. Segundo, elle englobe la totalité du pays avec ses 3 communautés, sans négliger la participation à des organisations internationales. Tertio, elle balaye une longue période, de 1830 à nos jours, avec de brefs retours sur les époques antérieures pour pointer des continuités et des ruptures. Quarto, à travers une série d'articles thématiques, elle se propose d'éclairer une multitude de composantes, à titre d'exemple, la pédagogie, la dimension religieuse et ecclésiale, le financement ou encore les relations de genre. Elle entend mettre en lumière le rôle de tous les acteurs de la communauté éducative. Elle s'attachera également à l'image donnée par l'enseignement catholique dans différents secteurs de l'opinion. Je ne préjugerai pas des résultats de ce vaste chantier dans la deuxième partie de l'exposé plus longue que j'entame à présent. Cette partie a trait, je l'ai dit, à l'élargissement d'un concept qui a profondément marqué l'histoire de l'enseignement catholique,
celui de liberté d'enseignement, puis à l'émergence de nouveaux enjeux. Dans une publication récente, Hugues Dralens, Vincent Duprier et Christian Barrois ont résumé une partie de mon propos en quelques lignes, et je les cite. À la création de l'État belge, il s'agissait d'une liberté de l'offre d'enseignement. Les pouvoirs publics ne sont pas seuls autorisés à organiser des écoles. Le pacte scolaire élargit la signification de la liberté d'enseignement et définit un droit des usagers. Les parents, au nom de la liberté du père de famille, doivent pouvoir trouver une école, confessionnelle ou non confessionnelle, à proximité du domicile familial, sans que ce choix ait d'incidence sur le coût de la scolarité de leurs enfants. Fin de citation. Afin de retracer ce parcours, je subdiviserai mon aperçu historique en 3 périodes, de l'Ancien Régime à la Première Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale au début des années 1960 et du début des années 1960 à nos jours. Commençons par la première période. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le débat sur la liberté d'enseignement se concentre sur l'offre. Dans quelle mesure les pouvoirs publics et l'initiative privée, catholique ou non catholique, peuvent-ils créer des écoles et avec quels moyens? Si l'on examine cette thématique depuis l'Ancien Régime jusqu'à la Première Guerre mondiale, on est amené à distinguer 5 phases que je vais énumérer avant de les examiner de manière un peu plus approfondie. Ces 5 phases sont l'absence de l'État, le temps des despotes éclairés, l'adoption de la Constitution belge en 1831, les controverses du XIXe siècle relatives à l'interprétation de cette loi fondamentale et la brèche ouverte en 1913 dans l'argumentaire anticlérical par le leader socialiste Émile van der Velde. Jusqu'en 1773, l'école ne figure pas au cœur des préoccupations des princes qui gouvernent nos régions. Dans l'enseignement élémentaire, comme on disait alors, fondamental comme on dit aujourd'hui, l'offre émane de laïcs, du clergé séculier, d'ordre monastique, de congrégations religieuses, de communautés de filles dévotes ou de béguines. Des prêtres et des religieux créent des collèges, tandis que des religieuses ouvrent des pensionnats. Ce système scolaire remplit avant tout une fonction d'évangélisation. Il vise, je cite un texte d'époque, à instruire la jeunesse, est-ce article de la foi et commandement de l'Église. Fin de citation. Dans les Pays-Bas, puis dans l'ensemble de nos régions, l'interventionnisme étatique s'affirme par paliers sous les régimes autrichiens, français et néerlandais, tous 3 marqués par le despotisme éclairé. La suppression de la Compagnie de Jésus en 1773 donne au gouvernement des Habsbourg l'occasion de remplacer les collèges tenus par les jésuites par 15 collèges royaux gérés par l'État et dotés d'un programme relativement sécularisé. La Révolution française entraîne la suppression de nombreux établissements scolaires préexistants sans que les écoles municipales et départementales prévues pour les remplacer puissent prendre le relais. Au début du XIXe siècle, Napoléon Bonaparte ne s'occupe guère d'enseignement primaire. Par contre, il entend couler l'enseignement secondaire et supérieur, public et privé, dans le moule français. C'est-à-dire qu'il entend intégrer cet enseignement dans une structure étatique hiérarchisée appelée l'université. Au temps du Royaume des Pays-Bas, la liberté d'enseignement n'est pas effectivement reconnue puisque le régime mène une politique dirigiste en matière d'instruction. La confrontation avec l'Église se concentre surtout sur l'enseignement secondaire officiel, soumis à un strict contrôle gouvernemental, sur les petits séminaires qui forment aussi des étudiants laïcs, mal vus des autorités, et sur la formation des futurs prêtres. La politique scolaire du souverain protestant Guillaume Ier est un des griefs qui poussent les catholiques à participer
à la Révolution de 1830. L'article 17, actuellement 24 de la Constitution, voté le 7 février 1831, est un compromis à la belge, c'est-à-dire susceptible de lecture opposée. Il contient un premier alinéa qui dispose, je cite, « L'enseignement est libre, toute mesure préventive est interdite, la répression des délits n'est réglée que par la loi. » Fin de citation. Il recèle également un second alinéa très bref, ainsi libellé « L'instruction publique donnée aux frais de l'État est également réglée par la loi. » Fin de citation. Or, l'ordre de priorité à accorder à ces deux alinéas fait l'objet d'innombrables polémiques au XIXe siècle entre deux camps. D'une part, les catholiques, alors désireux de restaurer une société chrétienne, d'autre part, les libéraux, qui perçoivent la sécularisation comme un vecteur d'émancipation. Ces controverses portent sur trois points que j'énumère avant de les développer. Le rôle actif ou purement supplétif de l'État en matière d'instruction, le caractère confessionnel ou la neutralité des écoles publiques, l'octroi ou non de subsides à l'enseignement libre. Reprenons dans l'ordre ces trois brandons de discorde. Pour les catholiques attachés à la subsidiarité, la priorité devrait être donnée à l'initiative privée en matière d'offres scolaires. En pareil cas, l'État se bornerait à combler les vides laissés par la liberté. Comme les baptisés constituent la grande majorité de la population, cette initiative privée serait principalement catholique. Les anticléricaux estiment au contraire que l'État, en charge du bien commun, se doit d'assurer une formation intellectuelle au plus grand nombre possible de citoyens. Il lui incombe dès lors de développer sensiblement son propre réseau d'enseignement. Selon les catholiques, l'école publique devrait être en quelque sorte cléricalisée, c'est-à-dire régie par les principes du culte dominant. Il est exclu qu'elle soit sans Dieu ou soustraite à l'influence du clergé. Pour les anticléricaux, par contre, l'instruction publique devrait être accessible aux citoyens de toutes opinions. C'est pourquoi sa neutralité philosophique et religieuse s'imposerait. Du point de vue des catholiques, si l'Église assume une bonne part du service de l'instruction, les écoles créées sous son impulsion devraient bénéficier de subventions. Selon les anticléricaux, par contre, les écoles libres devraient pouvoir s'autofinancer sans recours à des subsides publics. Dans les faits, jusqu'en 1914, et grâce à une présence ininterrompue au pouvoir pendant 3 décennies, les catholiques atteignent la plupart de leurs objectifs, malgré l'une ou l'autre contre-offensive libérale, dont celle vigoureuse de la guerre scolaire de 1879-1884. Il n'empêche qu'un changement de stratégie intervient dans les rangs catholiques. Le projet de reconstitution d'une société chrétienne par la conquête des institutions publiques, telle que la hiérarchie ecclésiastique l'entretenait jusqu'alors, n'est pas réaliste et il est abandonné. Mieux vaut, pensent alors les catholiques, encadrer les croyants dans un réseau d'organisations idéologiquement homogènes, qualifiées par la suite de piliers, au sein duquel les écoles confessionnelles prendraient leur place. Les forces politiques liées à la laïcité, du moins les plus réalistes, prennent progressivement conscience de la solidité de ce pilier. C'est pourquoi, le 4 novembre 1913, à la Chambre, le leader socialiste Emile van der Velde tient un discours remarqué. Il part d'un constat: près de la moitié des enfants belges fréquentent des écoles primaires subventionnées à caractère confessionnel. C'est là, dit-il, et je le cite, un fait important qu'il serait impossible à n'importe quel gouvernement de ne pas tenir compte. Et d'ajouter, je le cite toujours, « Je le dis en toute sincérité, en mon nom personnel, et au risque même de froisser les convictions de certains de nos amis. J'ai la conviction que si demain ou plus tard, un gouvernement de gauche, entendez par là une coalition de libéraux et de socialistes,
arrivait au pouvoir, il ne supprimerait pas les subsides qui sont actuellement accordés par l'État aux écoles primaires adoptées et adoptables, fin de citation, les écoles adoptées et adoptables en question étant des écoles pour la plupart confessionnelles. En réalité, le patron du Parti ouvrier belge est le premier responsable politique anticlérical à saisir une évidence qui s'imposera à d'autres par la suite. Il est impossible d'instaurer l'instruction obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 14 ans, alors en discussion au Parlement, en s'appuyant sur les seuls établissements créés par les pouvoirs publics. La mise en œuvre d'une telle réforme implique que la scolarisation d'une partie de la population s'effectue dans l'enseignement catholique. Or, si l'existence de ce réseau est une sorte de nécessité sociale, pourquoi lui refuserait-on le droit à des subventions? À partir du moment où on raisonne de la sorte, l'enjeu sur le débat de la liberté d'enseignement se déplace. Il s'agit moins de la liberté de l'offre d'enseignement que des droits des usagers. J'en viens à la deuxième période, de 1914 aux années 1960. Pour comprendre l'évolution qui conduit au pacte scolaire de 1958, il importe de relever les effets de deux phénomènes, les transformations du système politique et les mutations sociales. La combinaison du suffrage universel et de la représentation proportionnelle entraîne la quasi-disparition des gouvernements homogènes formés par un seul parti au profit de coalitions. Généralement, ces dernières associent les catholiques à un ou plusieurs partis proches de la laïcité. De tels gouvernements mènent une politique de pacification idéologique, fondée sur des compromis. En pareil contexte, les oppositions relatives aux grands principes sont moins exacerbées que jadis. Les partisans du rôle purement supplétif de l'État et les groupes qui contestent à l'enseignement catholique le droit d'exister ne constituent plus que des minorités. L'essentiel du débat porte désormais sur les droits des parents d'élèves, problématique qui gagne en importance. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en effet, la tertiarisation de l'économie requiert un nombre croissant d'employés. De leur côté, les familles percevant mieux l'atout que constitue un diplôme amorcent un mouvement spontané de prolongation de la scolarité de leurs enfants. Bref, la demande d'enseignement secondaire, et surtout celle d'enseignement secondaire général, augmente sensiblement, ce qui appelle un ajustement de l'offre à la hausse. Cette nécessité entraîne une double transformation de la question scolaire. D'une part, les tensions les plus vives ne se concentrent plus sur l'enseignement primaire, mais sur l'enseignement secondaire et surtout sur ce qu'on appelle à l'époque les humanités. D'autre part, le conflit devient instrumental, selon la formule utilisée par Gérard Depré à l'époque où il était sociologue. Il n'a plus pour enjeu l'existence même d'un réseau catholique, distinct des réseaux publics, mais la répartition entre ces différents réseaux des moyens requis pour assurer leur développement. Dans l'environnement que je viens d'esquisser, les catholiques et ceux qui ne le sont pas revendiquent une liberté du père de famille plus effective. Toutefois, ils ne donnent pas la même acception à ce concept. Il y a là matière à conflit, ce sera la Seconde Guerre scolaire des années 1950 à 1958, mais il y a aussi matière à négociation. Les collèges et écoles moyennes catholiques, dépourvus de subsides de l'État, voient leurs coûts augmenter fortement. Pour y faire face, ils sont obligés de demander aux familles d'acquitter un minerval élevé avec deux conséquences. D'une part, la position concurrentielle de l'enseignement secondaire catholique se détériore, d'autant que l'État accorde des réductions et des exemptions du minerval aux élèves de ses propres écoles. D'autre part, les familles catholiques, et surtout les plus modestes, sont confrontées à un dilemme cruel, soit affecter une part substantielle de leurs revenus à la scolarité de leurs enfants,
soit envoyer ces derniers dans un établissement qui ne correspond pas à leurs préférences. C'est pourquoi les catholiques revendiquent l'octroi de subventions de l'État à leur réseau d'enseignement pour pouvoir diminuer, voire supprimer, la pénalisation financière que constitue le Minerval à charge des parents. Pour les non-catholiques, l'enseignement secondaire officiel est entravé dans son développement, d'abord par un contingentement légal du nombre d'athénées et d'écoles moyennes, puis par la modicité des moyens financiers accordés à ce secteur. Le déficit de l'offre d'enseignement public oblige des élèves à effectuer des déplacements parfois assez longs et leurs parents à supporter les coûts de transport. La liberté du père de famille, telle qu'elle est entendue ici, passe par la réduction de la distance géographique entre l'offre et la demande de formation. Elle suppose que soit reconnue à l'État la faculté de créer des écoles publiques à tous les niveaux, partout où le besoin s'en fait sentir. Entre 1950 et 1958, deux ministres de l'instruction publique successifs, le social-chrétien Pierre Harmel et le socialiste Léo Collard, ne partagent pas les mêmes priorités sur ce dossier. Néanmoins, contrairement à ce que l'on dit souvent, leurs politiques ne sont pas opposées en tout point. Un terrain d'entente est possible. Il est trouvé finalement par les dirigeants des trois grands partis nationaux, toujours unitaires à l'époque. Le pacte scolaire est signé le 20 novembre 1958. Il sera révisé en juillet 1973. Les principales garanties qu'il contient seront inscrites dans la Constitution le 15 juillet 1988 en prévision de la communautarisation de l'enseignement. La liberté du père de famille dans les deux acceptions qui lui sont données, financière et géographique, en constitue la clé de voûte. Ainsi, le pacte consacre le droit des parents de choisir, dans un rayon géographique raisonnable, et sans pénalisation financière, l'école qu'ils préfèrent pour leurs enfants. L'État se voit reconnaître le droit de créer des établissements scolaires à tous les niveaux, là où l'offre d'enseignement public n'est pas jugée adéquate. Dans les écoles de l'État, le libre choix est assuré entre les religions correspondant aux cultes reconnus et la morale non confessionnelle. Les établissements subventionnés, provinciaux, communaux et libres, reçoivent des garanties pour leur financement avec maintien de leur autonomie pédagogique. Et ce, même si des inégalités persistent au détriment de l'enseignement catholique en matière de frais de fonctionnement et de financement des constructions scolaires, ainsi qu'on l'a rappelé récemment. L'enseignement secondaire est désormais gratuit jusqu'à l'âge de 18 ans, ce qui entraîne la suppression du Minerval et la démocratisation de l'enseignement. Le pacte institutionnalise la pilarisation sous la forme d'une coexistence de réseaux idéologiquement différenciés. Au plan des finances publiques, sa mise en œuvre provoque une forte augmentation des dépenses. Ce sont là, on va le voir, des données qui poseront question à l'avenir. J'en viens précisément à la troisième période des années 1960 à nos jours, que je traiterai non en historien, mais en analyste politique. Le système scolaire est confronté à de nouveaux défis. Non seulement les problèmes en question transcendent les réseaux, mais certains d'entre eux pourraient, le cas échéant, déboucher sur un remodelage du système actuel. Les interpellations auxquelles les écoles doivent faire face au cours des dernières années ont trait moins à la liberté d'enseignement qu'à la liberté dans l'enseignement, à la qualité de l'enseignement et au droit à l'enseignement. Premier défi, le pluralisme, confronté au nouveau radicalisme. À partir des années 1960, deux processus enclenchés précédemment s'amplifient. Michel Molitor en avait parlé lors du congrès de 2002. La sécularisation et l'individuation. Les sentiments d'appartenance collective
fondées sur des croyances ou sur des idéologies, tendent à s'atténuer au point de rendre plus floue la ligne de démarcation entre chrétiens et laïcs. Quel que soit le réseau auquel ils appartiennent, tous les établissements scolaires connaissent de facto un pluralisme externe, celui des familles et des élèves, et un pluralisme interne, celui des enseignants. Or, voilà qu'ils sont confrontés à un nouveau phénomène. L'affirmation par des familles et par des jeunes issus de l'immigration d'une identité religieuse forte. Cette affirmation s'accompagne parfois d'une remise en cause radicale de certaines valeurs collectives, comme l'égalité de l'homme et de la femme, ou de notre vision de l'évolution de l'humanité au nom du créationnisme. Suite à l'affirmation de ces nouveaux radicalismes, qu'ils soient islamiques ou pentecôtistes, les réseaux d'enseignement sont tous amenés à prendre position sur des questions comme le port du foulard à l'école, quelquefois même sur d'autres questions comme l'organisation de cantines halal ou le refus de parents de voir leurs filles participer à certains cours. Ces questions sont délicates à traiter, puisque le choc des idées est souvent aussi un choc des cultures et des modes de vie. Notons qu'elle n'oppose pas des chrétiens à des laïcs, mais des défenseurs des valeurs collectives de la société belge à ceux qui, peu ou prou, en contestent la pertinence et les implications pratiques, et ce, dans tous les réseaux. Deuxième défi, le boom démographique et le risque d'une insuffisance de moyens. Le bureau du plan est formel, la population du pays est appelée à augmenter, surtout en région bruxelloise. Alors que maintes écoles y sont déjà saturées, le nombre d'élèves des établissements scolaires de la capitale devrait s'accroître de 18% dans l'enseignement maternel et de 26% dans l'enseignement primaire, et ce, en une décennie. Il va donc falloir, si on le peut, acheter des terrains, construire de nouvelles écoles, ouvrir des classes supplémentaires, les équiper, engager davantage de personnel, etc. Encore faut-il avoir les moyens financiers et humains d'une telle politique. Au plan des ressources financières, on peut s'interroger. La 6e phase de la réforme de l'État devrait entraîner des transferts de compétences non négligeables vers les entités fédérées. Mais ces compétences s'accompagneront-elles de la totalité des budgets que l'État fédéral y affectait jusqu'à présent? Ne faudra-t-il pas faire plus avec moins? Quant aux ressources humaines, la Fédération Wallonie-Bruxelles pourrait connaître une pénurie d'enseignants dans un proche avenir. Dès à présent, on constate une baisse du nombre de jeunes qui choisissent la voie de l'enseignement. Bien plus, 40% de celles et ceux qui font ce choix quittent la carrière dans les 5 premières années d'exercice de la profession. Les problèmes en question concernent à nouveau, une fois, tous les réseaux. Ils pourraient constituer une menace pour la qualité de l'enseignement. Est-on à même d'y faire face sans toucher aux structures, c'est-à-dire sans adoption d'une nouvelle architecture de notre système scolaire? Les cloisonnements, disent les spécialistes des finances publiques, sont générateurs de dépenses inutiles et de doubles emplois. Dès lors, des analystes, par exemple l'économiste Robert Deschamps, avancent des propositions pour régler ces problèmes. De telles pistes sont évoquées depuis des années. À mon sens, on ne pourra faire l'économie d'un débat à leur propos. Il faut cependant raison garder. Le modèle de l'école unique cher à la CGSP Enseignement apparaît comme une voie de garage puisqu'il n'est ni souhaitable ni financièrement réalisable. Troisième défi, le décrochage scolaire et l'exclusion sociale. De ce point de vue, le système scolaire de la Belgique francophone est insuffisamment performant. Ainsi, selon l'actuel ministre de l'Enseignement obligatoire, Marie-Dominique Simonet, 37% seulement des jeunes qui entament la filière professionnelle la terminent avec fruit. Souvent issus de familles confrontées à de gros problèmes sociaux,
Des milliers de jeunes risquent ainsi de devenir sans travail à leur tour, voire de sombrer dans l'exclusion sociale. Une ancienne ministre de l'enseignement obligatoire, Marie Arena, constatait il y a quelques semaines, je la cite, « Si on n'aide pas les gamins des quartiers à s'en sortir, Bruxelles est une marmite prête à exploser. » D'autres, et notamment des sociologues, évoquent pour Bruxelles l'existence d'une potentielle bombe sociale. Ce n'est pas là une issue que l'on peut prévenir en agissant chacun dans son coin. Tous les réseaux d'enseignement sont concernés au même titre, et c'est ensemble qu'ils doivent se mobiliser pour enrayer les mécanismes d'exclusion. Je clôture mon propos en quelques mots. Le développement de l'enseignement catholique est un processus historique qui n'est pas achevé. Il a été permis notamment par un cadre institutionnel qui assure au pouvoir organisateur la liberté de créer des écoles et aux parents le libre choix des établissements fréquentés par leurs enfants. Cependant, le cloisonnement de notre système éducatif en 4 réseaux n'est pas nécessairement immuable. Il est possible que les défis d'aujourd'hui et de demain entraînent des remaniements de la carte scolaire. Quoi qu'il en soit, ces défis ne pourront, me semble-t-il, être relevés avec succès que par le renforcement de la solidarité entre les écoles et par le développement de collaboration entre les réseaux. Je vous remercie de votre attention et de votre accueil.